Harcèlement. C'est l'action de harceler. Harceler vient de hercer qui signifie torturer. Cela désigne le fait de soumettre quelqu'un ou un groupe à d'incessantes petites attaques ou à de continuelles pressions. Harcèlement scolaire. Concept élaboré au début des années 70 par le psychologue Dan Olweus, qui détermine 3 facteurs permettant de démontrer le harcèlement. Premièrement, la durée, car cela doit se dérouler sur le long terme. Ensuite, la volonté de nuire, qui est un facteur contesté. Et la relation asymétrique entre l'agresseur et l'agressé. Il exclut les disputes et bagarres entre élèves qui font partie du domaine dit normal. Dans le domaine du harcèlement, la victime ne peut pas ou ne se considère pas en état de se défendre. Il y a un état de domination. Il détermine que le harcèlement peut être autant physique que moral et peut souvent se caractériser par des jeux dangereux qui ont tendance à dériver vers la vidéo-agression ou le cyberbullying. Cyberbullying, ou en français le cyberharcèlement, est une autre forme d'agression proche qui consiste à détruire une personne par l'intermédiaire d'Internet, bien souvent par de faux comptes sur les réseaux sociaux qui permettent l'envoi d'insultes violentes et régulières malgré le pouvoir de blocage de l'utilisateur. Le cyberharcèlement peut être vécu seul, mais également combiné à d'autres formes d'agression. Le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, qui sont souvent complémentaires, sont des fléaux qui, bien que découverts récemment, ont toujours été présents, le sont encore et existeront malheureusement toujours. Malgré tout, pourquoi cela continue-t-il ? Pourquoi si peu de considération à l'égard de tout un chacun ? C'est grâce à notre expérience personnelle dont nous avons eu la chance de ne pas trop souffrir, que Shannon Dieck et moi, Thomas Ternizien-Goumeau, estimons pouvoir informer et surtout devoir faire comprendre ce que vivent un nombre de jeunes impressionnants, tandis que l'on continue à regarder sans rien faire. Afin de nous aider, nous prendrons appui sur des témoignages édifiants de Charline, de Claire, 2 anciennes victimes de harcèlement, ainsi que de l'expertise du docteur Dutray, d'Alexandre Reiter et d'Aurélien. Ils nous aideront à comprendre le ressenti des harcelés, des harceleurs, le pourquoi, le comment, à sensibiliser et à répondre ainsi à cette question. Comment le harcèlement crée-t-il des impacts psychologiques et sociaux ? Tout d'abord, nous nous devons de parler du harcèlement tel qu'il est vu aujourd'hui. En effet, actuellement, le harcèlement commence à être entendu et compris. Il est médiatisé de temps à autre, sujet à reportages et courts-métrages régulièrement. Le gouvernement n'est pas en reste non plus, car une journée nationale du harcèlement existe désormais, ainsi qu'un numéro, le 30-20, et un financement pour les aides contre ce type de violence. Mais ce n'est pas tout, car ce sont aussi de nombreux chanteurs, de nombreux photographes, qui vont utiliser leur talent pour dénoncer cette réalité. Enfin, ce sont des youtubeurs, qui à diverses occasions vont parler de leur ressenti vis-à-vis de la chose, permettant de toucher un autre public. Tout cela pourrait être réjouissant si les chiffres ne restaient pas si alarmants. Car bien que la situation aille en s'améliorant d'année en année, tout cela reste très lent et il est encore dur de faire comprendre ce problème. Ainsi, malgré tout, plus d'actions pourraient être mises en place et les associations se démènent encore pour que ces jeunes victimes puissent retrouver une vie saine, encore parfois de moyens ou de personnel. Pourquoi les stats, si parlants, ne font-ils encore réagir personne ? Et tout le monde s'en fout. Je ne le pense pas réellement, mais des progrès sont certainement à faire. Selon une étude de 2011, environ 12% des élèves de primaire seraient touchés par le harcèlement scolaire, et 15% pour les élèves de collège. On estime également que le harcèlement a baissé entre 2010 et 2014, et particulièrement vers les 6e, 33% environ. Mais les chiffres globaux, eux, bougent peu, et restent graves. En ce qui concerne le cyberharcèlement, 1 jeune sur 5 avoue avoir été touché par celui-ci également. Mais ces données étant peu nombreuses, afin de recueillir nous-mêmes des éléments, nous avons effectué notre propre sondage, et surtout, avons été posé des questions à des personnes lambda pour connaître leur avis. Aussi, nous avons pu remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, sur 21 personnes, 3 ont répondu en étant touchés ni de loin, ni de près par le harcèlement, en donnant des réponses intelligentes et parfois plus réalistes que certaines personnes harcelées. En outre, environ 40% des interrogés pensent qu'une personne sur 10 est harcelée scolairement et 20% qu'une personne sur 5 l'est, ce qui représente une majorité. De plus, 50% des harcelés répondants sont des femmes, ce qui exprime peut-être une tendance préférentielle des harceleurs vers le féminin. Ensuite, 60% des personnes ont répondu que si elles étaient victimes ou témoins de harcèlement, elles se tourneraient en priorité vers leurs amis,
et donc prouve une tendance à en parler à une personne de confiance, mais pas forcément capable d'agir directement ou d'en porter la responsabilité, malheureusement. Et finalement, tous les interrogés ont donné une réponse assez nuancée sur la question du tabou, car tous pensent que le harcèlement est un sujet qui devient de moins en moins tabou, mais elle l'est encore et devrait pouvoir être évoqué naturellement sans problème, en particulier pour les personnes concernées. Cela nous conforte donc dans notre idée. Alors, que pensez-vous du harcèlement et du cyberharcèlement ? Je sais pas, c'est... Pas forcément, je veux dire que c'est mal, mais genre, c'est grave plus répandu. Ça... Enfin, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Je pense que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement est quelque chose de mal, de pas très bien, et qu'il faut éviter ça. C'est un truc totalement stupide. Alors je trouve que c'est pas forcément une bonne chose forcément, parce que voilà, il y en a de plus en plus, donc je trouve que c'est un peu dommage que certaines personnes osent, on va dire, faire du mal aux gens gratuitement comme ça. Au niveau du harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui est trop présent. Vraiment, c'est... je vais pas dire... Ce serait terrible de dire que c'est comme les devoirs, mais c'est ça, c'est tous les jours, il y a des gens qui sont victimes d'harcèlement. Et qui seront victimes d'ailleurs pendant des années. Ça s'arrête pas, c'est un cercle vicieux. Je connais des tas de gens pour qui c'est devenu un cercle vicieux. Et c'est vraiment un trop gros problème. C'est quelque chose sur lequel on ne développe pas assez de moyens pour le contrer, pour l'arrêter, et même pour aider les gens qui en sont victimes. C'est terrible, hein. Genre, il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est destructeur. C'est quelque chose qui fait mal et qui peut perdurer. Pensez-vous que le harcèlement est un sujet tabou ? Non, plus maintenant, je trouve. Enfin... Je sais pas, depuis quelques années, je trouve que maintenant, les gens osent plus en parler qu'avant. Chez certaines personnes, il l'est, mais il devrait pas l'être, parce que, comme je disais avant, on n'en parle pas assez. Ouais, pour moi c'est tabou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop un sujet tabou parce que on va dire que tout le monde en parle. D'après vous, combien de personnes sont harcelées par an scolairement en termes de pourcentage ? 30%. Un peu moins de la moitié, je dirais 3 sur 10. Bah oui, moi j'aurais dit 3 sur 10. Moi je dirais, je sais pas, 60%. Je pensais plutôt à 3 ou 4% sur 10. 45%. Du coup, en réalité, c'est 15%. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est déjà pas mal comme chiffre et ça devrait pas... il ne devrait pas y avoir un chiffre comme ça. Ne serait-ce qu'1%, pour moi, ce serait déjà beaucoup. Je pense qu'en fait, peut-être que les chiffres ils sont basés sur des vrais témoignages et qu'il y a beaucoup plus de personnes harcelées qui en parlent pas. Autour des 30-35% à peu près. Je suis rassuré. C'est trop, mais je suis rassuré. Avez-vous été touché de près ou de loin par le harcèlement ? Non. Moi non. Ouais, plus ou moins. Moi, personnellement, non. Pendant à peu près 8 ans. De près, oui. Parce que j'ai déjà harcelé. Comme tout le monde. Tout le monde a déjà harcelé, tout le monde a déjà embêté quelqu'un, déjà insulté, des choses comme ça. Pour ma défense, je pense que l'effet de groupe, personne ne peut y échapper. Une fois qu'on est en groupe, on est invincible. Louis nous expose ici un phénomène assez intéressant responsable d'une partie du harcèlement, le conformisme de groupe. En effet, il est très fréquent que, sans même en avoir conscience, la volonté du groupe s'impose à la nôtre, et que nous produisions donc des actions que jamais nous n'aurions faites en temps normal, devenant alors de simples exécutants. Ce phénomène social, selon le test de H, se produit chez environ 37% des personnes. Il est assez répandu dans le cadre d'un harcèlement. Par la suite, afin d'explorer un peu la pensée des personnes concernées, nous sommes allés voir des anciens harcelés ayant surmonté cette épreuve. Bien, bonjour, je m'appelle Claire Freidenberger, j'ai 19 ans et je suis en prépa d'art à Colmar, à la manufacture, aujourd'hui, voilà. Bien, j'ai été insultée, moquée et frappée quelquefois. Ça a duré du CE2 au CM2 environ. C'était surtout parce que j'étais différente et que
c'est quand il pouvait me le faire remarquer, quoi. C'était comme ça. Ben, j'étais extrêmement, comment dire, dynamique, que je bougeais dans tous les sens, je rigolais pour rien, j'imaginais des histoires, surtout je riais beaucoup, je rentrais dans des délires, je racontais des blagues, j'étais souvent avec des personnes moins âgées que moi, parce qu'ils rentraient dans mes tripes, quoi, et puis on s'amusait, et moi j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup rigoler, quoi, et puis c'était ça qui allait pas, quoi. D'accord. Il me semble qu'en 6e seulement j'ai été pris en charge et que on m'a fait comprendre que c'était pas normal quand j'ai été pris en charge. Et je pense que ça avait été déjà cette période-là était finie en quelque sorte à ce moment-là. La souffrance en fait elle était encaissée et ça me traversait parce que pour moi ça avait quelque chose de normal et ces gens ils méritaient pas dans ma tête je me disais que ces gens ne méritaient pas que je me fasse du mal, que je leur fasse du mal, que je me ressasse tout ça. Je devais juste passer au-delà. Bah, en fait, je m'en suis sortie. Voilà, c'est une période de ma vie que j'ai traversée, où tout ça m'a traversée totalement. Je ne sentais pas vraiment de douleur, où c'était tellement abstrait, tellement court chez moi. C'est pour ça qu'ils étaient plus virulents aussi, parce que ils pouvaient s'acharner autant qu'ils voulaient, ils n'arrivaient pas à me toucher en fait. Et ils essayaient, ils continuaient plus fort, mais ça marchait pas. Ils se sont lassés? Ouais. Au bout d'un moment? À l'entrée au collège, ils se sont lassés. Et ils ont mis 4 ans quand même. Oui, mais pour moi, ça passait extrêmement vite. Ouais, c'était normal, quoi. Tu t'en es pas rendu compte? Ouais. Le fait que un jour, on m'ait dit que c'était vraiment du harcèlement, que c'était grave, ça m'a fait réfléchir. Et c'est là que c'est devenu douloureux, c'est là que j'ai eu un temps à accepter. Ça a été de longues conséquences, ça a été vraiment de longs contre-coups. Alors c'est une période qui est douloureuse. C'est des souvenirs qui font partie de moi. Une douleur qui fait partie de moi maintenant. C'est complètement accepté. C'est douloureux, mais cette douleur, elle est acceptée. C'est quelque chose qui est dans le passé. Et maintenant, il faut regarder dans l'avenir, quoi. Rester dans le passé, surtout dans des événements douloureux, ça n'aide pas à avancer. La vie, il faut avancer, puis c'est tout. Ça m'a marqué pour certaines choses, pour certains mots qui m'ont dit. Mongol, c'est un mot extrêmement marquant pour moi, ce que ça sous-entendait, les regards, la manière dont on te regarde, dont on te juge, c'est des choses marquantes, c'est sûr. Alors, est-ce que d'abord tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, voilà. Je m'appelle Charline Annick, je suis au lycée Kirchegard de Münster. Après ça, il n'y a rien de spécial de ce que je fais. Ton âge peut-être? Oui, j'ai 16 ans. Ok. Harcèlement moral, et au début c'était du moral, après c'est venu sur du physique. C'était pas trop dans l'excès niveau physique, mais quand même, ça m'a vraiment... En fait, au tout début, c'était moral. On me jugeait sur mon physique, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais quand même un peu costaud. Je prenais pas du tout... Je prenais pas du tout soin de moi. J'avais les cheveux à la garçonne. Voilà, j'avais des amis qui n'en étaient pas en fait et qui ne faisaient que me rabaisser devant les autres. Tout le temps c'était des moqueries. On me disait que j'étais coincée parce que j'étais jamais vraiment sortie avec un garçon.
Et un jour, j'ai changé d'établissement. Cette fois-là, c'est devenu complètement différent. Donc je suis rentrée dans un autre établissement. J'avais les cheveux déjà plus longs. Je commençais à prendre soin de moi. J'avais perdu du poids. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée amoureuse. Donc voilà, je suis sortie avec un garçon. Et là, c'est directement... C'est plus la fille coincée on m'a plus vue comme la fille coincée, on m'a vue comme une... je ne dirais pas le mot, c'est des gros mots en disant que j'étais une fille facile, que je sortais avec tous les garçons qui venaient, alors qu'avant, au contraire, on me disait que j'étais toute coincée. Alors du coup, j'étais complètement perdue. J'ai de nouveau déménagé, mais cette fois, c'était parce que mes parents voulaient déménager pour leur travail. Dès le premier jour, parce que justement je prenais soin de mon apparence pour pas qu'on me rejette comme on avait fait au passé, donc j'essayais d'être à peu près présentable, etc. Dès le premier jour, il y a plein de gens qui sont venus vers moi, ils étaient tous gentils, etc. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé pareil en lançant des rumeurs un peu partout, comme quoi dans mon ancien lycée, dans mon ancien collège, je faisais des choses... c'était complètement n'importe quoi. On n'arrêtait pas de m'insulter, de me lancer des cartouches d'encre quand j'étais en permanence par exemple. J'allais devant toute seule pour pas gêner les autres parce que justement je voulais pas gêner les autres, je voulais rien faire, justement je voulais passer inaperçu. Voilà, je voulais passer inaperçu pour pas que... j'avais vraiment l'impression de gêner les gens, exactement. Et tu te recevais des cartouches d'encre à la figure? Ouais, à la figure, mon manteau en était plein. Dès que je sortais de cours, on m'insultait, on criait partout dans la classe. Les professeurs ne faisaient pas vraiment attention. J'ai réfléchi et au final, je me suis dit, est-ce que tomber amoureuse, c'est un crime? Tu t'en es pas? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir que le soir, quand je rentrais chez moi, je vomissais. J'étais pas bien, je dormais pas le soir. Et du coup, ma mère s'est demandé ce qui se passait. Je lui en ai parlé et pour moi, c'était normal. Et ma mère, quand elle a appris ça, elle a tout de suite réagi, elle m'a changé d'établissement. Je m'en suis pas plainte parce que je pensais pas que c'était... C'est arrêté quand je suis arrivée au lycée. C'est vraiment arrêté quand je suis arrivée au lycée. Du moins, au tout début, on en sait quelques rumeurs par rapport à des gens qui étaient là dans mon ancien collège, mais je m'en fichais parce que il y avait les grandes vacances qui étaient passées entre temps et je me suis dit ouais, cette année je fais une année, je m'en fous de tout ce qu'on peut. De pas voir tout en noir. C'est important d'avancer aussi, de les laisser de côté et de se dire qu'il n'y a pas que ça qui noircit le tableau. Il y a toujours possibilité, un chemin pour aller mieux, pour avancer, parce que dans le présent, le présent est déjà du passé et dans le futur, tout peut changer, toujours. C'est pas parce que dans le présent c'est dur que dans le futur ça va continuer. Il y a toujours une chance, il y a toujours un chemin. Faut pas désespérer, faut pas s'apitoyer, surtout pas s'apitoyer. Préservez les autres et vous aussi. Si les personnes comme celles que nous avons interviewées ont pu s'en sortir, c'est bien évidemment grâce à des professionnels, issus d'associations, issus de l'éducation ou encore du privé. Et c'est donc également vers eux que nous nous sommes tournés afin de connaître leur point de vue et d'obtenir différentes réponses. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient du harcèlement, comment ils le traitaient, que faire, et voilà ce qu'ils ont répondu. Alors moi c'est Alexandre Reiter, je suis assistant social de formation et je bosse depuis 15 ans maintenant à l'association CEPIA, une association de prévention du suicide. CEPIA c'est ça, Petite carte je vais mal. Et donc CEPIA veut dire suicide, écoute, prévention, intervention auprès des adolescents. Donc nous on voit un public de 11 ans à 24-25 ans à peu près. Donc dès qu'ils rentrent au collège en 6e jusqu'à 24-25 ans. Pourquoi ? Parce qu'en France il y a d'autres structures qui prennent en charge les tout petits, la pédopsie ou d'autres systèmes de soins. Et au-delà de 24-25 ans, il y a d'autres structures également.
Donc nous, on est vraiment ados. L'essentiel de notre public à Sepia est compris entre 15 et 18 ans quand même. La majeure partie des jeunes sont compris entre 15 et 18 ans. Voilà, donc on a des infirmiers psy, psychologues, travailleurs sociaux, et on a une équipe mobile. Donc on va à domicile, on va à l'hôpital, on va dans les collèges et les lycées. Et donc on va dans tout le département du Haut-Rhin. On sillonne le département pour causer avec des gamins, des ados, des jeunes adultes. Parce que voilà, quand on n'a pas le moral, quand on n'est pas bien, il faut parler. Il faut parler. Il faut dire un peu ce qui ne va pas. Et nous, vis-à-vis des jeunes, on est neutre. Tu vois, on n'est ni un parent, ni un ami, on est professionnel aussi, donc on sait faire. Et de causer un peu, entre guillemets, de vider son sac. Vider son sac, ça fait du bien. Donc voilà ce que c'est que Sepia. On fait des formations pour les enseignants, on fait des interventions auprès de gendarmes, de professionnels qui sont avec des adolescents aussi, quoi. Donc on fait plein de choses autour du suicide et du mal-être. Et donc du coup, vous travaillez en lien avec l'Éducation nationale. Voilà, on a une convention depuis des années avec l'Éducation nationale dans le département. C'est ce qui nous permet de venir dans les collèges et les lycées à la demande des chefs d'établissement, ou des CPE, ou des enseignants, ou d'un surveillant. Voilà, donc tout ce qu'on fait, c'est gratuit. C'est pris en charge dans la mesure où les gens ne payent pas. Oui, bien sûr. Alors, je suis le docteur Benoît Dutray. Je suis pédopsychiatre. Et actuellement, je travaille dans le canton du Jura pour à peu près 60% de mon temps. Puis une autre partie de mon temps dans un CESAD, c'est une structure ambulatoire pour les jeunes enfants avec autisme. Et ils bénéficient d'un support en utilisant des méthodes qui viennent de la science ABA. Donc voilà mon travail actuellement. Nous, à Sepia, on voit... Alors, ça fait longtemps qu'on voit des jeunes qui ont été harcelés ou malmenés ou rackettés. Hein. C'est des choses qui existent depuis longtemps, malheureusement. Alors, la bonne chose, c'est qu'on en parle. Et du coup, comme on en parle, c'est vrai qu'on va peut-être voir plus de jeunes encore. Tu vois. Après, oui, on en voit régulièrement. Des jeunes qui sont harcelés au collège, comme on l'a dit, parce qu'ils sont un peu isolés, parce qu'ils sont ils sont un petit peu grands, un peu petits, un peu ceci, un peu cela, donc ils sont sujets à des moqueries. C'est-à-dire qu'un conflit entre deux jeunes via SMS ou réseaux sociaux, ça arrive tous les jours. Pas parce que quelqu'un se fait embêter ou chamailler ou insulter que c'est du harcèlement. Le harcèlement, c'est des répétitions, c'est du quotidien et c'est jamais sympa. C'est négatif, c'est mauvais, c'est vraiment... Voilà. Alors cyberharcèlement, moins, parce que quand on a des situations comme ça, on les réoriente souvent. Il y a Argile qui fait tout ce qui est dépendance au niveau de tout ce qui est cyberharcèlement. Après, il y a des services à l'hôpital qui gèrent aussi des professionnels vraiment pour ça. Nous, on est là pour la prévention du mal-être, du suicide. On ne sait pas tout faire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas prescrire de médicaments. Je n'ai pas de diagnostic à poser. Je suis travailleur social. Oui, harcèlement dans le contexte scolaire, c'est des raisons assez fréquentes pour lesquelles des enfants ou des ados consultent. On est d'accord. Il arrive d'ailleurs qu'ils viennent pour d'autres raisons au départ. Et puis on réalise en discutant avec eux, avec leurs proches, que on va dire pas forcément la cause toujours, mais ils vivent dans leur environnement scolaire ou via leur téléphone du harcèlement ou du cyberharcèlement. En tant que surveillant, on est souvent présent, on est la première personne, les premiers interlocuteurs pour diriger les élèves suivant les personnes et mettre en place les acteurs pour débloquer les situations de harcèlement. Quand les jeunes viennent à Sepia, on va essayer de chercher un peu au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau du cercle d'amis. Voilà. On va essayer de chercher un petit peu comment tous ces différents cercles de relations vont avec le jeune. Et de là, on arrive à découvrir très vite. Et puis dès qu'on a des noms sur des gens qui harcèlent ou qui font chier le monde, on essaie de on les convoque, on leur dit ça c'est pas bien, et s'il faut, il y a sanction. Renvoyer une journée, 8 jours, et si ça comprend pas, c'est exclusion définitive. Point barre. Porter plainte suite à une situation de harcèlement, moi je le conseille toujours. Parce que quand on porte plainte, les gendarmes ou les services de police convoquent les gens contre qui tu portes plainte. Et quand tu es convoqué à 15 ans ou à 16 ans ou à 20 ans parce que tu harcèles ton voisin ou parce que tu harcèles ton copain ou ta copine et qu'on te rappelle la loi et qu'on te fait la morale, ça rappelle un peu le cadre, quoi.
Tu vois. Après, il y en a qui ne comprennent pas, ils vont harceler sur des choses graves, encore plus que ce que je te décris là. Alors oui, ça peut se finir au tribunal, effectivement. Le harcèlement peut être condamné. Hein. Des peines de prison avec sursis ou des amendes. Hein. Ah oui, c'est un délit. Donc il faut déjà bien cibler le groupe de personnes ou la personne qui harcèle les autres personnes. Et après, on en discute en comité plus restreint. Et après, du coup, suivant la nature, on convoque les personnes concernées. Et après, par la suite, on met en place les différentes interlocutions qu'il y a à avoir en fonction du harcèlement qu'il y a. Alors de moins en moins au niveau national, parce que les professionnels de santé, parce que les proviseurs, les principaux, les CPE, tous ces gens qui gravitent autour des élèves, si je puis dire, sont sensibilisés. Donc là, par contre, non, de moins en moins. On en parle, bien sûr. Par contre, pour un gamin de 14 ans ou un ado de 16-17 ans, ou même un adulte, témoigner qu'il est victime de harcèlement, ça peut être encore extrêmement tabou. C'est pas simple de dénoncer. C'est pas simple de dire, ouais, depuis tant je suis victime d'eux, depuis tant on m'humilie, on m'insulte, voilà. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que les situations de harcèlement qu'on a à ses pieds à nous, parfois, ça fait longtemps que les gamins sont harcelés. Voilà. Ça fait pas 3 jours ou 2 semaines, des fois ça fait 1 an, 2 ans, 6 mois, c'est long. En France, je crois qu'il y a comme ça cette idée, enfin il y avait cette idée où finalement le harcèlement c'est normal. Non, c'est pas normal. Et c'est pour ça que récemment, depuis le temps qu'on en parle, et plus on va en parler, moins on va laisser aux gens croire que c'est normal. Tu vois ? Non, c'est pas normal. Qu'on soit lycéen, collégien, ouvrier, cadre, dans une entreprise, dans une petite équipe ou une grosse boîte, on n'a pas à subir des choses mauvaises, méchantes ou qu'on n'a pas envie de faire. Bon, c'est une grande question, ça. Après, il y en a qui disent qu'il y a non. Je sais pas, après, moi, ce que je peux te dire, c'est que non, tout le monde n'est pas forcément harcelé. Après, ça peut arriver à tout le monde. Tu comprends la nuance ? Moi, je pense pas qu'il y ait de profil type ou qu'il y ait comme ça des... Il suffit de pas grand-chose, des fois. Suite à une rupture amoureuse, 3-4 personnes, de la personne qui a été un peu à l'origine de la rupture, tout le monde se ligue contre une personne, tout le monde commence à lancer des rumeurs. Ça va vite, hein. Tu vois, ça va vite. J'ai connu des jeunes, par exemple, tu vois, qui étaient harcelés de manière quotidienne, parce que juste, ils sont bons élèves. Alors, ça commence par des HQ, un télo, voilà, ça reste à peu près soft, mais au bout d'un moment, ça devient du harcèlement. Tu vois, bon, voilà, c'est triste, c'est dommage. Donc, voilà, il n'y a pas de profil type, je pense, mais ça peut arriver à tout le monde. Moi, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Il suffit de pas grand-chose. Voilà. Surtout chez les personnes qui sont potentiellement à risque. C'est-à-dire qu'on sait que tout le monde est potentiellement à risque, mais si on a des particularités neurodéveloppementales, si on est un peu différent des autres, si par exemple on a un trouble du spectre de l'autisme, un syndrome d'Asperger, on a beaucoup plus de risques de vivre du harcèlement qu'une autre personne. C'est ça on le sait aujourd'hui, puis c'est vraiment des données scientifiques. Alors, c'est pas sûr. C'est-à-dire que on pourrait imaginer, plus la personne est différente, plus elle pourrait se faire harceler. On s'aperçoit souvent que les harceleurs, quand on regarde sur leur manière de faire, peuvent être sensibles aux gens très très différents, on est d'accord, mais souvent, ils vont être aussi très sensibles aux gens qui ont de la toute petite différence par rapport à eux. Et très souvent, ce n'est pas la très grande différence qui pose souci, mais c'est la très grande proximité avec le côté ordinaire, on est d'accord ? Et nous, on appelle ça en psychiatrie la psychopathologie de la petite différence. Plus on est tout près et très peu différent des autres, mais il y a un petit écart quand même, plus souvent on peut le vivre assez difficilement. Et d'ailleurs, les autres le font souvent payer très très cher. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le risque d'être harcelé, si par exemple on a un trouble du spectre de l'autisme, si on a un syndrome d'Asperger, n'est pas corrélé au trouble du spectre de l'autisme seulement, mais beaucoup aux compétences sociales de la personne, puis ça, d'une personne Asperger à une autre, c'est variable, ou à la capacité qu'on va avoir à gérer des situations sociales difficiles.
Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas le diagnostic en tant que tel qui fait que... Enfin, c'est pas que le diagnostic, ça compte, mais après, c'est où est-ce que j'en suis de ma capacité à gérer les relations sociales, la résolution de problèmes, la résolution de conflits, faire face à quelqu'un qui me provoque. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on peut donner des compétences à la personne, même si elle est différente, même si elle a reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger. Si on l'entraîne à savoir faire face à ça, ben on va diminuer ses risques de harcèlement. Donc du coup, les harceleurs souvent prennent une toute petite différence pour l'accentuer et en faire quelque chose comme une couleur de peau, des couleurs de cheveux, ce genre de choses. Exactement. Alors c'est vraiment ça. Alors la conséquence du harcèlement, la plupart du temps, la toute première, c'est un retentissement sur l'estime de soi. On a l'impression de se sentir, quand on a un vécu comme ça, quand on a une réalité de harcèlement, le vécu premier, c'est souvent un effondrement de l'estime de soi. C'est un peu pareil que quand on vit quelque forme d'agression que ce soit, très souvent la victime se sent coupable. On est d'accord ? Il ne réalise pas qu'en fait, c'est les autres les coupables et puis il va avoir un retentissement sur lui. On va avoir parfois un gros retentissement sur le fonctionnement scolaire. Je vis du harcèlement, donc j'arrive moins à me concentrer, j'arrive moins à m'intéresser aux cours, j'ai moins envie d'aller à l'école. Il peut y avoir de l'évitement scolaire. Ça me fait tellement peur de ce que je vis que j'ai moins envie d'aller en cours, j'ai plus du tout envie d'aller au collège ou au lycée. Le harcèlement fait beaucoup de dégâts quand même, sur le plan moral, le plan psychologique, le plan social, le plan familial, le plan scolaire. Il y a des jeunes qui sont déscolarisés parce qu'ils ne veulent plus remettre les pieds au collège, parce qu'ils sont harcelés. Et du coup, la conséquence, c'est quoi ? C'est l'échec scolaire au bout, parce qu'ils ne sont plus à l'école. Ils sont déscolarisés. Souvent, des jeunes élèves harcelés au collège, ou tu sais, quand tu viens au collège la boule au ventre, quand tu stresses déjà le soir avant de t'endormir pour anticiper la journée du lendemain, tu tiens pas longtemps comme ça, si rien n'est fait. Après, quand tu es préoccupé en classe, quand tu veux éviter tes agresseurs, quand tu fais un détour dans le couloir, quand tu viens en retard, pour éviter ces gens-là, tu n'as plus la tête à travailler à l'école. Tu ne penses pas aux profs de maths ou aux cours d'anglais, tu es préoccupé. Quand on est préoccupé, on est envahi psychiquement. Et quand on est envahi psychiquement, on n'est pas forcément dans de bonnes conditions pour se concentrer. Donc oui, petit à petit, tu peux ne plus avoir envie d'aller à l'école. Quand tu te fais racketter, t'as pas envie de venir qu'on te pique tes fringues, de l'argent, du fric, tu vas plus aller à l'école. Alors du coup, il y a des jeunes qui vont dire j'ai mal au ventre, je suis malade, mais ça va quelques jours. Au bout d'un moment, quand tu étais voir 3 médecins et puis le médecin dit non, t'es en bonne santé, qu'est-ce que tu fais ? Tu craches le morceau. Bah ouais, je suis victime d'eux, donc du coup voilà. Et il y a des jeunes qui vont plus à l'école à cause de ça. Après, quand les jeunes ne vont plus à l'école pendant des mois, ils loupent pendant des mois les cours. Mais quand ils reviennent, t'es largué, t'es perdu, donc souvent tu finis par redoubler. On a des retentissements forts aussi sur l'anxiété. L'anxiété peut monter. Si on avait déjà de l'anxiété avant, il y a une possibilité d'en avoir encore plus. Sur des idées dépressives, de la dépression. Il peut y avoir même des personnes qui vivent des idées suicidaires, puis j'ai déjà entendu parler de situations où des gens ont fait des tentatives de suicide, ou des suicides aboutis suite à des vécus de harcèlement ou de cyberharcèlement. Donc on a, il y a tout un tas de répercussions potentielles qui peuvent aller jusqu'à des choses extrêmement graves. Je dirais qu'il arrive aussi dans certaines situations que le harcèlement déclenche de la colère, déclenche aussi en réponse de la part des gens qui sont harcelés de la violence. Alors c'est beaucoup plus rare, mais c'est des choses qu'on voit parfois. C'est important d'en parler, même si c'est moins fréquent, parce que parfois on va reprocher aux gens qui ont été harcelés certains gestes qu'ils font, et puis c'est eux qui vont se retrouver punis ou blâmés, alors qu'en fait c'est le harcèlement qu'ils ont vécu au début qui a entraîné finalement ces gestes-là de leur part. C'est important de se dire aussi que la situation de la personne harcelée joue beaucoup. Si par exemple la personne harcelée elle-même a des difficultés neurodéveloppementales ou a des particularités comme par exemple un syndrome d'Asperger, le risque qu'il y a, c'est que la maladresse sociale que cette personne peut avoir, ce n'est pas toujours le cas mais c'est le cas, ou les difficultés dans la théorie de l'esprit, c'est-à-dire à décoder de manière implicite
les émotions ou les messages sociaux que font passer les gens, va faire que cette personne-là va avoir plus de difficultés à gérer les situations sociales harcelantes de la part de ses camarades au collège ou au lycée. Puis ça a tendance soit à renforcer, soit à déclencher, soit à maintenir les comportements de harcèlement. Quelqu'un qui est harcelé, quelqu'un qui vit des insultes, des bousculades, des brimades, des choses comme ça, peut, à sa manière, la solution qu'il trouve, c'est s'automutiler parce que ça va le soulager. Or, ça règle rien, c'est une souffrance. Et donc, c'est là ou cela, quand ils nous sont orientés à Sepia, on va essayer de trouver qu'est-ce qui fait qu'ils s'automutilent. Il y a forcément des raisons, comme je dis souvent, quand on va bien, on fait pas ça. À peu près. Quand on va bien, on va à l'école. On vient tous les jours à l'école. Quand on va bien, on ne pleure pas et on ne sait pas pourquoi. Tu vois, il y a des choses qu'on peut repérer. Quand on se scarifie, c'est qu'il y a un problème. Ça va pas. Tu vois. Il y a des jeunes qui sont tellement harcelés depuis tellement longtemps, ils n'en ont jamais vraiment parlé, et ils ont accumulé, puis ils ont l'impression que la seule solution, c'est la tentative de suicide. Donc c'est de mettre fin à leur souffrance, voilà, ils ont pensé à ça. Alors ils vont faire une tentative de suicide, ils vont être hospitalisés, et là ils vont pouvoir commencer à en parler. Parce qu'ils réalisent que finalement ils se sont mis en danger, et c'est pas ce qu'ils veulent continuer à vivre, mais ils veulent pas vivre avec cette situation de harcèlement. Et là du coup on peut les aider. C'est un appel à l'aide, dans tous les cas c'est un appel à l'aide. C'est pour ça que la prévention est importante. Plus on peut rencontrer des délégués, des lycéens, des collégiens, des adultes, des professionnels, pour parler, pour tenter d'expliquer un petit peu comment ça vient les idées suicidaires, comment ça vient les idées noires, quel processus il y a, est-ce que c'est que la crise suicidaire, plus on explique, plus on peut toucher un public pour savoir un peu repérer, tu vois, un petit peu repérer les jeunes qui vont pas bien. La prévention, ça se fait au début. C'est vrai qu'on peut se dire c'est choquant. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va, à un moment donné, se retrouver dans une situation où elle va plus souhaiter se faire du mal alors qu'on pourrait dire qu'elle en a déjà vécu. Je vais m'appuyer peut-être sur les témoignages que certains jeunes m'ont transmis. Mais en gros, ils disent « je me sens tellement dans une impasse, je trouve ça tellement terrible, soit d'avoir à en parler, soit de craindre que ça revienne, ou je me sens tellement diminué dans mon image, ou je me sens tellement stressé du fait de tout ce qui est lié à ce harcèlement, que je préfère disparaître plutôt que de continuer à endurer cette souffrance psychique, physique et relationnelle comme ça. Je pense que souvent les gens qui vont avoir des idées suicidaires ont des troubles dépressifs associés, des troubles anxieux très très élevés, ou alors un vécu d'être bloqué comme un peu une souris bloquée par un chat dans un coin du mur. Puis dans ces cas-là, c'est un peu comme s'il disait je souffre tellement que, quitte à disparaître, ça me retirera au moins ma souffrance. Donc ça peut être le vécu qui se passe. Et très souvent, ce qui se passe aussi, c'est que quand on vit du harcèlement, quand on vit aussi de l'anxiété liée à ça ou de la dépression, les idées qu'on peut avoir claires dans la vie de tous les jours pour poser un jugement, pour décider pour soi, elles sont altérées. C'est-à-dire qu'on perd de sa capacité à décider pour soi-même. Et très souvent, quand les gens se mettent à avoir des idées suicidaires, on s'aperçoit qu'en fait, c'est comme si leur cerveau était devenu que de la taille d'un petit pois dans la capacité qu'ils ont à l'utiliser. Le harcèlement, ça empêche de réfléchir, ça fausse le jugement. Le jugement, c'est la capacité à décider. Et puis à ce moment-là, on se met à avoir des idées comme ça. Si je meurs, je réglerai le problème, je ne poserai plus de soucis aux autres. La crainte aussi de poser des soucis à ses proches. Il y a aussi parfois un vécu de honte. J'ai toléré ou j'ai vécu des choses qui me paraissent tellement honteuses qu'avoir à le raconter aux autres ou à me justifier ou craindre qu'on ne me croie pas, c'est tellement insupportable que je préfère disparaître ou me faire du mal. C'est souvent ces choses-là qui peuvent arriver. Elles peuvent paraître, je comprends ta question, pas facilement compréhensibles pour les gens du dehors qui ne vivent pas ça. Quand on est dedans, on s'aperçoit que ça altère la manière de penser. Quand on vit ça, c'est comme si, c'est ça aussi la gravité du harcèlement. C'est-à-dire qu'on attaque l'intégrité de la personne en faisant ça. Ce n'est pas juste un manque de respect, c'est vraiment une attaque du fonctionnement de la personne, de sa dignité humaine, sa dignité psychique à ce moment-là. Ça compte beaucoup. On peut faire de la prévention avant que le harcèlement ait lieu, c'est-à-dire ça c'est souvent ce qui est fait dans les établissements. On fait des réunions d'information pour dire attention à éviter de harceler les autres, attention à bien dénoncer si vous voyez du harcèlement. On va dire que c'est de la prévention
en amont, de la prévention primaire. La deuxième type de prévention, c'est la prévention quand le harcèlement est vécu, faire en sorte que l'établissement, par exemple, soit en mesure d'entendre, ou le personnel d'établissement, les parents, les camarades, d'entendre que du harcèlement a lieu ou a eu lieu, puis en tenir compte et avoir des conséquences là-dessus. Puis troisièmement, c'est prévenir la récidive. Quand quelqu'un a vécu du harcèlement ou quelqu'un a fait subir du harcèlement à d'autres gens, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que ça se reproduise? Donc on doit agir sur ces 3 dimensions-là. C'est ça qui, à long terme, aura le plus d'effet. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être en parler encore davantage, encore et encore. Et je crois que ce qu'il faudrait peut-être faire pour améliorer tout ça au niveau national, c'est que quand un jeune ou une jeune fille dit qu'il est harcelé, c'est de la croire, tout de suite. Je crois que c'est un bon début. Parfois, il y a des jeunes qui racontent qu'ils sont harcelés, qu'ils sont victimes, puis on les entend pas vraiment. Oh, ça va aller. Tu vois? Voilà. Non, moi je crois que quand on dit qu'on est harcelé, c'est pas un truc qu'on invente, quoi. On a autre chose à faire que de raconter qu'on est harcelé si on va bien, tu vois. Donc peut-être la chose à faire, c'est de vraiment croire ces gens tout de suite, quoi. Parce qu'une situation de harcèlement, je crois que plutôt elle est prise à temps, plutôt elle est prise en considération, plus vite elle peut s'arrêter. Si en allant me plaindre à la CPE ou en parlant à mes parents, je pense que la conséquence va être pire que de rien dire, ça va être difficile d'intervenir. C'est ça. Il faut savoir qu'on va être cru. Il faut même avoir parfois des preuves qu'on va être cru. Qu'est-ce qui me garantit qu'en parler, ça sera mieux que de rien dire? Il y a beaucoup de jeunes qui sont pris là-dedans. Et puis, quand ils l'ont vécu, à faire en sorte qu'ils le détectent bien. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui vivent du harcèlement, puis c'est les autres autour qui leur disent « là, t'es harcelé, là ». Puis ils disent « mais non, de quoi vous parlez ?» C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perçu que la situation qu'ils vivaient n'était pas une situation normale. Ils se sont dit « ah non, mais en fait, c'est des amis ». Non, ce pas des amis. Les amis ne se comportent pas comme ça. Parce que la personne, par exemple, qui a un syndrome d'Asperger, dans un certain nombre de situations, peut ne pas se rendre compte que la relation que les autres établissent avec lui ou avec elle est inadéquate. C'est ça qui peut se passer. Au contraire, parfois, certaines personnes vont dire « je vis du harcèlement » alors que les autres font simplement des blagues qui sont certes souvent pas drôles ou un peu épaisses, mais on est simplement dans le contexte de la blague ou de l'ironie, et puis on va surévaluer que c'est du harcèlement. Alors il faut toujours être attentif et jamais minimiser, on est d'accord. Je pense qu'il faut faire une enquête et une recherche très précise à chaque fois qu'une personne dit qu'elle vit du harcèlement. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit parfois que on a vraiment besoin d'accompagner les gens qui vivent le harcèlement pour qu'eux-mêmes prennent conscience de ce qu'ils vivent. Ça c'est très important. Beaucoup de jeunes aussi se rendent compte qu'ils ont été harcelés assez longtemps après. C'est-à-dire que pendant tout un temps, ils ont eux-mêmes toléré la situation qu'ils vivaient. Croire la personne, lui transmettre que c'est elle qui a sa place dans l'établissement et pas celui qui harcèle, lui dire qu'elle peut avoir du soutien autour, des gens qui observent le harcèlement puis qui vont dénoncer, les adultes vont être impliqués, il va y avoir des conséquences pour celui qui lui a fait ça, puis on va lui garder sa place et lui restituer sa place dans l'établissement où il est. Et puis il va pouvoir bénéficier de support puis d'accompagnement par rapport à ça. Quand on est comme ça témoin d'une situation, c'est bien de faire remonter. Faut pas se dire « ça me regarde pas, tant pis, je dis rien ». Tu vois, c'est facile à faire. Plus vite on fait remonter à un adulte, c'est-à-dire CPE, proviseur, assistante sociale scolaire, même un surveillant, on s'en fout, peu importe qui, un adulte, je crois que plus vite on peut arrêter cette situation. Et puis donc du coup aider la personne. On dit souvent que, très souvent les gens disent pour éviter le harcèlement on doit se respecter. Puis par exemple se respecter c'est un terme tellement flou qu'on déconseille aujourd'hui que les établissements utilisent des termes comme ça, vous devez vous respecter, ou vous devez toujours faire en sorte qu'on vous respecte. Il faut être beaucoup plus explicite et entrer dans le concret, dans le détail. Ok, alors être respecté, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut détailler ça dans la manière avec laquelle les gens se comportent dans la cour de récré? Est-ce qu'on peut détailler ça dans la manière avec laquelle les gens se comportent dans les vestiaires? Est-ce qu'on peut détailler ça dans la manière avec laquelle les gens se comportent dans les toilettes? Enfin, tu vois, dans les lavabos. Il faut vraiment utiliser souvent des gestes et puis presque des scènes concrètes du quotidien pour illustrer aux élèves qu'est-ce que c'est. La plupart du temps, les gens demandent du respect, mais ils n'ont aucune idée de comment ça s'incarne dans la vie de tous les jours. Les élèves, tout venant, sont déjà comme ça, et je pense que les élèves qui ont en plus, les élèves neuroatypiques ont encore plus parfois de difficultés à se représenter qu'est-ce que c'est. Ils se disent, donnez-nous des exemples concrets des choses qui sont inadéquates. Et puis c'est très important aussi que les établissements scolaires établissent des règles tenant compte justement d'aspects très explicites et concrets,
et aussi des règles qui soient formalisées de manière positive. Pas juste je ne dois pas harceler les autres, ok, mais je dois faire quoi à ce moment-là? Pour leur prescrire on va dire, les interactions appropriées qu'on recommande aux gens de tenir. Alors ça, c'est un gros effort pédagogique probablement que l'éducation nationale doit poursuivre et doit continuer à faire. Il y a déjà des efforts qui sont faits, mais ça ne suffit pas. C'est important de ne jamais se sentir seul quand on vit du harcèlement. Sentir qu'on peut aller demander de l'aide, et le contact des adultes est très très important. Un autre point aussi qui est toujours noté comme étant important, c'est de dire, quand on vit du harcèlement, si on fait appel aux camarades, aux gens qui sont autour, pour qu'ils interviennent, la plupart du temps, le harcèlement va diminuer significativement ou cesser. Ça arrive qu'on soit seul à vivre du harcèlement, puis dans un environnement où il n'y a personne autour, mais parfois il y a des élèves, et puis là, on s'est aperçu que l'attitude des élèves autour compte beaucoup. S'ils interviennent, très souvent le harceleur va s'arrêter. S'ils sont indifférents ou si ça les fait rigoler de manière un peu vraiment inadaptée, le harceleur se sent presque renforcé dans la possibilité qu'il a de faire vivre des choses pénibles à la personne harcelée. Donc l'idée, c'est de dire, si on mobilise les élèves, tous, en leur disant, voilà, le harcèlement, c'est pas autorisé, puis le harcèlement, c'est ça et c'est ça, en le décrivant de manière très explicite, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, on protège un peu tout le monde à ce moment-là. Ça, c'est important. Puis ça encourage aussi à ce que ce ne soit pas que la personne harcelée qui dénonce, mais n'importe qui a été témoin d'une personne se faisant harceler peut dénoncer. Ce qui est important de noter, c'est qu'on s'est aperçu que chez les personnes qui avaient, par exemple, un trouble du spectre de l'autisme, c'était aussi grave de vivre du harcèlement, c'est-à-dire les autres sont proactifs pour me mettre de côté ou m'agresser. C'était aussi grave ça que de vivre de la négligence. Par exemple, on ne lui dit pas bonjour, on ne l'inclut pas dans les activités qu'on fait, ou on ne lui propose pas de faire quelque chose. Alors on peut se dire au début, ça c'est pas du harcèlement, alors on appelle ça de la négligence, mais aujourd'hui c'est aussi considéré comme quelque chose d'aussi embêtant et problématique pour le développement puis pour la vie quotidienne que du harcèlement proactif. Tu vois ce que je veux dire là-dessus? Et donc c'est important d'en tenir compte. Laisser quelqu'un de côté, pas lui dire bonjour, pas le prévenir quand il y a une sortie de classe à l'extérieur, pas lui proposer de participer à une équipe, même si jamais on ne lui dit pas de choses désagréables ou qu'activement on ne le met pas de côté, ne pas l'inclure, c'est déjà pas loin d'une forme de harcèlement. Et puis ça, on appelle ça de la négligence. Pas que chez les autistes d'ailleurs. Ah non, chez tout le monde. Alors chez tout le monde, on est d'accord. Et puis beaucoup de gens connaissent ça. Il y a une personne qui est plus en surpoids, elle ne va pas être choisie quand on choisit l'équipe de basket. Il y a une personne qui a moins de compétences à l'oral, on ne va pas le choisir quand on va faire un exposé. Toutes ces négligences-là, d'une certaine manière, c'est une forme de harcèlement, alors, qui peut paraître en creux, qui au début est moins perceptible ou moins facile à décoder. Les répercussions sur le très long terme peuvent être aussi importantes. Ce n'est pas considéré, mais ces dernières années, dans les études psychologiques sur le retentissement du harcèlement, on souhaite inscrire la négligence comme quelque chose d'aussi grave et aussi significatif sur le développement de la personne que du harcèlement qui serait, comme je t'ai décrit tout à l'heure, vraiment violent et tourné vers les gens. Je sais pas. Moi j'aimerais bien qu'un jour on me dise voilà, le harcèlement c'est fini. En 2022 on sait que... J'en sais rien. Je pense pas. On peut réduire l'impact. C'est comme le mal-être. Le mal-être, il y aura toujours des gens qui vont être plus ou moins tristes, qui vont gérer... Voilà, c'est comme... Ça fait partie de la condition humaine aussi. Alors, le harcèlement ne peut pas disparaître. Quand on adopte cette position-là, qui est tout à fait, j'allais dire, réaliste, on va dire que c'est une position réaliste, c'est un peu comme se dire, je vis sur une zone sismique, j'habite en Californie, il y a la faille de San Andreas, et puis les gens qui auraient une vision un peu angélique et qui diraient, j'habite sur une faille sismique, alors je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus de tremblement de terre. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher, on est d'accord. Le harcèlement, quand on parle comme ça revient un peu à dire ça. J'habiterai au Japon, un endroit où il y a plus qu'un tremblement de terre par jour, puis je vais faire des prières ou je vais mettre des pancartes en disant non au tremblement de terre. On est d'accord? Donc ça, c'est la prévention primaire, c'est utile, mais ça ne fait pas tout le boulot dans certaines circonstances. Je sais que de temps en temps, il y aura un tremblement de terre, puis parfois même un tremblement de terre terrible. Je ne vais pas me batailler pour que le tremblement de terre n'ait pas lieu, j'y peux pas grand-chose. En revanche, au moment où il a lieu, je connais toutes les procédures pour faire en sorte que les conséquences du tremblement de terre ne soient pas trop terribles sur le long terme.
on est d'accord? Et bien le harcèlement, on peut travailler aussi comme ça. Donc il ne faut pas faire que des réunions en amont, des belles pétitions de principe en disant vous devriez vous aimer les uns des autres et puis pas vous faire mal. Ce qui compte le plus, j'allais dire, pour minimiser les conséquences du harcèlement, hein, on en est là-dedans, si on n'arrive pas à l'empêcher, et puis on sait qu'on est un peu comme une faille sismique là-dessus dans les années collège, lycée, c'est quand un harcèlement est vécu par quelqu'un, qu'est-ce qui est en place pour lui éviter que les conséquences soient trop terribles? Ça arrive. Ça arrive. J'ai pas d'explication, je trouve ça juste... Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien. Et tu as raison de dire que c'est pas forcément des lycéens, ça peut être des adultes aussi. Ça, c'est toujours une question difficile à comprendre. On sait par exemple que, je dis ça comme ça, mais dans un wagon de chemin de fer, quand quelqu'un se fait agresser, c'est extrêmement rare que les autres passagers réagissent. On est d'accord? Puis on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Si j'avais été à leur place, je me serais conduit en agissant. Puis on se demande qu'est-ce qui fait que les gens sont paralysés à ce point-là. Hein, on est d'accord? Et alors, ça m'arrive d'en parler avec des collègues, puis il y a une collègue il n'y a pas longtemps qui m'a dit, il y a une réaction physiologique de stress qu'on n'imagine pas. Dans le stress, c'est soit je fuis, soit je reste bloqué, quoi. Et on pense que, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'une question d'éthique morale. Quand les gens, on les met face à ça, si on leur pose la question, si tu rencontrais quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui se fait harceler, comment tu agis? Les gens vont toujours dire qu'ils sont proactifs et qu'ils vont agir pour protéger la personne. Hein, quand c'est à froid ou sur le papier, ils font toujours comme ça. Puis dans la vraie vie, on s'aperçoit 98% des gens n'agissent pas. Donc on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est tous des trouillards, des frileux Alors je ne crois pas que ce soit ça seulement. Il y a aussi une réaction physiologique face au stress extrême. Là, je vois quelqu'un qui vit ça. Ça arrive qu'on soit figé puis qu'on n'arrive pas à agir. Ce qui se passe aussi, parce que ce n'est pas toujours du stress extrême, c'est plusieurs choses. Si j'agis, je vais être dans le camp de celui harcelé, on est d'accord, puis je ne suis pas sûr de me retrouver dedans. Ça, c'est aussi une réaction. Ça explique une partie des réactions. Il y a aussi, j'ai pas envie de me prendre un coup. Ils sont en train de tabasser, ils sont à 4. Moi, je suis un gringalet. Si je m'approche, je vais me prendre 2 yeux au beurre noir. Ça va là, on est d'accord. Est-ce que je vais m'attaquer à 4 pitbulls fous furieux, des élèves de 3e, je suis en 6e, on est d'accord. Il faut savoir ouvrir sa bouche à ce moment-là, c'est pas simple. Et puis, il y a quelle image je vais avoir. Lui, il passe quand même pour la personne à qui on n'a pas envie de ressembler du collège ou du lycée. Je risque d'être identifié à lui si je le protège. C'est-à-dire que là, il faut une force de caractère particulièrement poussée pour faire. Les seules situations où on voit que ça change, c'est quand tout le monde est sensibilisé et qu'il y a un effet de groupe. Si on sait que quand on va bouger ou qu'on est plusieurs à bouger en même temps, ça arrête très très régulièrement le harcèlement quand on est victime de ça. Je dis souvent, entre gens, entre amis, entre copains, entre copines, on peut se prendre la tête. C'est pas parce qu'on se prend la tête qu'on n'est plus amis. Tu vois, on dialogue, on discute, on essaye de... Voilà, on argumente, on contre-argumente. Bon, y a peut-être des gens pour qui, dès qu'on n'est pas d'accord, t'es un con, t'es une conne, voilà, c'est violent, c'est des insultes. Il y a toujours des gens, voilà, qui vont être comme ça sur une défensive un peu trop brusque, sur du jugement, sur... ça va vite. Il y a des gens, ils sont harceleurs, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Moi, je pense que c'est tout à fait multiple. Il peut y avoir des gens qui manquent complètement d'empathie et puis qui, j'allais dire, malheureusement, ont une certaine méchanceté et puis qui vont le faire de manière sciemment, parce que, comme je te disais tout à l'heure, pour finalement nuire aux autres de manière un peu stratégique. Moi, je pense que ça, c'est très rare, mais ça arrive. Et puis, c'est quelque chose qui est pénible. Je pense que ce qui est beaucoup plus fréquent, puis là-dessus, la prévention en amont compte, c'est des élèves qui, pour se faire un peu mousser par rapport aux copains, ou parce que c'est une manière de se mettre en avant, je fais rigoler les autres, etc., vont se moquer de quelqu'un, on est d'accord, puis face à un groupe, puis c'est une manière de briller involontairement, puis très inadaptée, ou vont provoquer quelqu'un en disant « toi, t'es différent », on va te mettre de côté, hein, il va y avoir quelque chose comme ça. Alors je pense que ça c'est relativement très répandu. Puis ces gens-là parfois réalisent qu'ils sont harceleurs, mais très souvent ils vont le réaliser après, quand on va leur nommer. Tu sais, dire des insultes tous les jours à quelqu'un qui arrive, le traiter de telle manière, s'en prendre à son poids, à sa couleur de peau, à son origine, à la manière avec laquelle il est habillé ou comment il se comporte. Ça c'est du harcèlement, puis les gens vont dire « Ah bon, mais je ne savais pas, on est d'accord ». Il peut y avoir une minimisation, puis là la prévention en amont
compte beaucoup. Puis je pense que dans le contexte de la négligence, là aussi, beaucoup de gens tomberaient un peu dénus en disant « Ah ben, si j'avais su que ça lui faisait ça ou alors après coup, je regrette. Je me dis que j'aurais pu aller le chercher ou intervenir. » Et là, on peut même imaginer que la sensibilisation en amont, non seulement évite le harcèlement, mais même favorise une meilleure inclusion sociale d'un certain nombre de personnes en donnant aux gens, dans le contexte habituel du collège, de l'école, du lycée, des compétences sociales pour aller vers la personne différente, avoir le goût là-dessus. C'est vrai que, on va dire, on est dans des sociétés où la différence est parfois valorisée, mais pas toujours. Hein, et donc, dans un certain nombre de situations, puis à l'adolescence, il n'y a pas toujours la maturité qu'il faut pour ça, mais beaucoup de gens vont considérer que la différence peut être une source de rejet. Il faut une grande force quand on est ado pour être différent des autres, puis l'assumer et être tranquille. Puis quand cette différence, on n'a pas choisi, hein, si c'est son style vestimentaire qu'on choisit, on va l'assumer parce qu'on l'a choisi, hein, si c'est possible. Et si c'est la couleur de peau, l'origine sociale qu'on a, le travail des parents ou le fait d'être Asperger, vous n'avez pas choisi grand-chose par rapport à ça. Donc l'assumer, c'est pas forcément évident. Alors, grâce à toutes ces personnes, pouvons-nous dire que nous arrivons maintenant un peu mieux à comprendre ce type de comportement ? Peut-être. Mais bien que nous ayons recueilli un nombre assez conséquent de données, il est effarant de constater à quel point nous n'avons fait qu'effleurer la partie émergée de l'iceberg. Néanmoins, nous pouvons désormais répondre à notre question. Car oui, le harcèlement crée des impacts. Des impacts psychologiques, car le harcèlement est un traumatisme violent. Et des impacts sociaux, car il entraîne le retrait de la personne par rapport à la société, et un renfermement inévitable sur elle-même. Mais après tout, que pouvons-nous faire en tant que simples individus pour aider ces personnes en difficulté ? Comment pouvons-nous agir ? Pas ignorer et directement aller au moins chez la personne, même si c'est que après aller la voir ou en parler autour de toi pour que les gens le sachent. Faut en parler, mais après c'est facile à dire. Mais le mieux, comme dit, c'est la communication et d'en parler aux autres. Il faudrait plutôt réussir à en parler autour de soi. Il faut en parler autour de soi, c'est pas toujours facile. Essayer d'en parler le plus tôt possible. C'est aller voir le proviseur. Directement, pas passer par l'infirmière, vous prenez la personne par le bras et vous l'emmenez voir le proviseur ou l'adjoint. Mais obligatoirement, vous attendez pas, vous mettez pas à poser des questions, comment il t'embête ou des choses comme ça, non, faut agir avant que ça dégénère. En parler avec la personne. Pousser ces gens, une fois qu'ils le savent, à en parler à la première personne qui leur vient à l'esprit. Juste en parler. En parler. Nous n'éradiquerons pas le harcèlement, car nous ne le pouvons tout simplement pas. L'être humain a l'art de blesser, et nous le ferons tous un jour, telle est la vérité. Et vouloir se battre pour changer ce fait reste un idéal impossible. Le monde est cruel, le monde est violent. Les plus forts font la loi, pas les plus intelligents. Mais c'est par nous et par vous que peut commencer ce premier pas. Ce premier pas qui consiste à ne pas ignorer, à ne pas rester inactif, mais à en parler. C'est peut-être ce qui reste le plus difficile. En tout cas, c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui avec vous, avec ce film. En parler. Alors, si nous l'avons fait, pourquoi ne le pourriez-vous pas ?